complètement tapé ou quoi? Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Caméflex, votre podcast hebdomadaire disponible tous les jeudis à 7h où on parle de, oh surprise, le cinéma. Le cinéma. Bon, si vous écoutez cet épisode, sachez qu'il y a bien 2 semaines de ça, on en a enregistré 3 d'affilée, parce qu'on partait en vacances. Oui, et donc du coup, vous avez l'envers du décor, là. l'envers du décor. Pour vous, il est 7h, pour nous, il est minuit. Voilà, on charbonne, on vous a préparé du coup 3 épisodes en avance. On a réussi à voir tous les films en avance, c'était un marathon. Mais maintenant, on peut lever le rideau sur l'envers du décor. Effectivement, on est juste fatigué là. Écoute, cette semaine, elle est absolument formidable. Pendant tout l'été, on vous a... Parce que là, ça y est, ça arrive un petit peu, doucement, gentiment. La fin de l'été pointerait le bout de son nez. Et Vous êtes en train de faire les courses pour votre petit frère ou votre enfant pour acheter les cahiers. l'enfant que vous avez kidnappé. Ah oui, non, ça, j'espère pas. Non, si vous l'avez fait, rendez-le, cet enfant. Oui, et rendez cet agenda Ben que vous avez payé beaucoup trop cher pour des citations un peu nulles. Est-ce que Poivre Blanc existe encore? Quels sont les langages des jeunes aujourd'hui? Poivre Blanc, droit de réponse. Hello Kitty a autant de succès sur les sacs? À quand un film Hello Kitty? Ah bah bientôt je pense. Pour le coup. Non, cette semaine, c'est assez formidable. Pendant tout l'été, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, et on vous a parlé d'énormément de films d'horreur cet été, et souvent en très bons. Oui. Eh bien, sachez que ça y est. Toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin, parce qu'il va se passer un truc formidable dans cet épisode. On n'a pas un, mais 2 films d'horreur, et on va voir beaucoup de choses à dire. Et ça fait un moment que vous nous avez pas entendu un petit peu râler. On va Être ronchon quoi. On va être un petit peu ronchon. Ouais, cette semaine on va l'être, ouais. Voilà, on va faire de la galéjade pour masquer notre désespoir. Et je vous rassure, c'est la dernière semaine de l'été du cinéma d'horreur, puisque dès la semaine prochaine, il n'y aura plus de films d'horreur au programme. Enfin, peut-être dans les semaines d'après. Oui, non, mais L'épisode de la tu clôt quelque chose qui ne durera potentiellement qu'une semaine. Oui, mais voilà, la semaine prochaine en tout cas, vous ne nous entendrez pas parler de films d'horreur, puisque là ça fait quoi 6 émissions qu'à chaque fois il y a un film d'horreur. Mais on a eu des vraies pépites qu'on vous conseille toujours autant. En tout cas, pas les films d'aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire assez intéressantes dessus. Du coup, pour conjurer la malédiction des mauvais films de cette semaine, nous avons vu le Grand Prix Cannes 2025 de Joachim Trier avec son nouveau film Sentimental Value, valeur sentimentale, et Dis-le en norvégien. Eh bah, je pense que tu peux le trouver. Afex John Verdi. Je pense que la prononciation c'est un 10 sur 10. Merci. Mais c'est pas tout, Tom. On va parler de 2 bons gros films d'horreur que je spoil pas, mais en vrai, si je spoil, ils sont nuls. Je viens de le dire. Oui. Eh ben, c'est bien de le répéter. T'as dit The Ritual et... Ah non, j'ai pas dit, Ouais. t'as raison. Donc ouais, The Ritual et La Nuit des Clowns. Ouais. Ou, dans sa version américaine, Clown in a Cornfield. Avant qu'on se lance dans cette émission qui s'annonce pleine de joie et de bonne humeur, je voulais juste vous dire que la fin de l'été approche à grands pas, il ne reste que 2 semaines. Donc je vous rappelle qu'on a toujours notre petit challenge d'essayer d'atteindre les 100 notes sur les plateformes de podcast. Alors c'est déjà un challenge réussi pour les auditeurs qui nous écoutent sur Spotify. Par contre, sur Apple Podcast, nous n'y sommes toujours pas. Oh non. Nous avons donc besoin du pouvoir de la communauté des Oh Camézouz. non, c'est flippant, dit comme ça, mais La communauté ça fait des secte un peu. Camézouz. Je vous invoque. Je vois vraiment des zombies qui sortent de leur tombe. Passons le cap des 100 notes tous ensemble. Vous pouvez contribuer, vous pouvez participer à la réussite de ce challenge un peu. Mais oui, con. arrêtez de regarder la route comme ça en roulant et de noter Oui, Caméflex. oui, penchez-vous sur votre téléphone alors que vous êtes sur Non, l'autoroute. arrêtez-vous, pas sur l'autoroute, mais quand vous avez le temps. Mettez-vous sur le bas-côté, c'est pas conseillé ça. hein. Non, ah, sur l'autoroute? Ouais. Pas du tout. Dès que vous avez Sortez du de temps. votre véhicule sur le bas-côté. Non, vrai truc, par contre, j'ai vu les petits commentaires que vous aviez laissés sur Apple Podcast, parce que Apple Podcast, il y a une particularité, Ouais. c'est que tu peux laisser un petit avis écrit. Sur Spotify, tu peux pas. Et vous êtes trop mignons. Vous êtes trop J'ai chou. pas lu encore. Il y a plein de gens qui disent ouais, c'est cool à écouter dans la voiture, c'est cool, j'aime bien l'ambiance de l'émission, etc. Ça fait trop plaisir de lire vos commentaires. en vrai, Ouais, c'est- et TikTok, vous êtes des gros cons. Ouais, bah écoutez. Mais non, mais il y a des T'as extraits. pris un commentaire au hasard là. Bande de demeurés, faites des films avant d'en parler. Bah voilà quoi, globalement. Et deuxième petit message avant qu'on se penche sur les films de la semaine. Ok.
On vous laisse le choix. On vous laisse la possibilité de choisir. Et oui, pour le prochain hors-série qui évidemment. sortira d'ici 2 semaines. Ouais, c'est ça, 2 semaines. C'est coquin, mais j'accepte le défi. Nous vous laissons le choix. Il y a 2 sujets qui sont mis sur la table et parmi lesquels vous pouvez choisir. Sans trop en dire, on va dire, vous avez le choix entre Jim Carrey Et Die Hard. et Die Hard. C'est tout. Alors, on précise que les sujets seront un petit peu plus étoffés. On va pas simplement vous faire des épisodes sur la vie de Jim Carrey et un épisode sur l'histoire de Die Hard. Ça nous intéresse pas plus que ça, il y en a plein d'autres qui l'ont fait bien Voilà. mieux que nous. On va évidemment revenir sur, par exemple, si on fait Die Hard, on va revenir sur le film, mais on va peut-être le comparer à d'autres choses. On va peut-être parler d'un truc en particulier. Pour Jim Carrey, c'est pareil. On va parler un peu de sa carrière, mais on va se concentrer sur des choses dont on a envie de parler, qui vont être le cœur de l'épisode. On préfère pas vous spoiler. Non, mais... on a envie de vous laisser la surprise, comme on vous a laissé la surprise. Non, le dernière série, il y avait aucune surprise. Oui, c'était Doctor Who, quoi. Mais voilà, le choix va se faire sur Instagram. Allez voir notre compte Instagram @cameflexlive dans la story qui est à la une, enfin la story Ouais, actuelle. la story à la une, c'est Vous les petites pastilles. En dessous. Vous avez 24 heures si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie Jeudi. pour voter pour le hors-série que vous avez envie d'écouter, que vous avez envie que nous faisions. Et Pour le mois d'août. Ouais. voilà, et on se pliera au choix de la communauté. Sachez qu'il y a déjà des sujets qui sont prévus pour les mois suivants. Ouais, pour Mais- le mois d'octobre, il y en a déjà un qui est bouclé, pas encore tourné, mais qui est bouclé. Le Avec sujet est bouclé. des invités très cool qui savent de quoi ils parlent. Ah ouais, et là, j'attends vraiment ce hors-série parce qu'on va avoir 2 invités qui maîtrisent complètement leur sujet et pas sur le même domaine. Ouais, ça va être vraiment très cool. Et voilà, on en a aussi d'autres prévus pour les mois qui viennent. Mais pour celui d'août, on vous laisse le choix. Mais s'il vous reste des sous parce que le sac à dos n'était pas si cher, c'est faux. Que les trousses n'étaient pas... C'est faux. Vous pouvez acheter une édition physique de Marquis. Oui, Marquis est dispo sur le site cameflex.fr. Marquis, pour rappel, c'est le Blu-ray que j'ai édité sous le nom de la société d'édition Cameflex. C'est un film extrêmement bizarre, extrêmement chelou, un film qui ne ressemble à aucun Formidable. autre, qui est une adaptation du Marquis de Sade avec des personnages déguisés dans des costumes d'animaux anthropomorphes. Et le personnage principal est un chien qui parle à son sexe, qui est doué de conscience et de parole pendant à peu près 1h20 de C'est film. Absolument génial. Le film a été fait par les créateurs de Téléchat, pour ceux à qui ça parle. C'est le seul long métrage qu'ils ont fait après Téléchat, qui est un peu dans le même style que Téléchat, avec des marionnettes et des personnes dans des masques, etc. Et sur le site de la boutique Cameflex, parce qu'on ne fait jamais la promo, mais vous pouvez retrouver des tasses. Alors là, j'en ai une sous la main qui est formidable. Vous pouvez retrouver plein d'autres choses sur Oui. le site Cameflex. Et tiens, Tom, bon, vu qu'on les a gavés avec des petits call to action pendant Ouais. 15 minutes, là, Ouais. est-ce qu'on leur donnerait pas un petit code promo pour la boutique Allez, Cameflex? code promo là, le code promo. Invente le code promo de la boutique Cameflex. Cameflouz. 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 E. Cameflouz. Voilà. Cameflouz. Et vous bénéficiez d'une promotion de 20%. Oh Et attention, il n'y a que 20 codes disponibles. Ouais. Voilà, il y a 20 codes disponibles avec le code Cameflouz pour avoir 20% sur les tasses ou les Blu-ray. Marquis. Ça vaut vraiment le coup. Il y a eu un travail monstrueux derrière tout ça. Ah oui, il y a Les beaucoup de bonus sur l'édition Il y a parce que énormément de bonus. il y a le film chelou restauré en édition spéciale et il y a une flopée de bonus qu'on a réalisé pour l'occasion avec des spécialistes, avec les gens qui ont travaillé sur le film, avec le producteur et la productrice, avec l'acteur principal et avec une spécialiste du Marquis de Sade notamment et des archives et tout ça. Bref, Nicolas. il est temps de parler des films. Mais en fait, je crois qu'on retarde parce qu'on n'a pas du tout envie de parler de The Ritual. Si on va parler de The Ritual 2. Je sais pas. Ah oui, si, David Middle. C'est une guerre et nous sommes l'armée de notre Seigneur. J'aurais besoin de 3 autres personnes dans la pièce, à mes côtés. Aïe, 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 aïe. Bon, déjà, on le dit, il porte super bien son nom, ce réalisateur. Ah, Ouais, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, je dirais. Je dirais pas que c'est Middle, hein. Je dirais pas que c'est bidon. On est toujours content normalement quand on retrouve un Al Pacino, on est là. Putain, oui. Comment qu'il va celui-ci? Je suis content de te Ça voir. fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah, il paye ses impôts. The Ritual, de quoi ça cause? Oh là là là, The Ritual, tu sais ce que c'est? C'est l'adaptation d'une histoire vraie de l'exorcisme le plus documenté de l'histoire des États-Unis, blablabla, blablabla. Allez, c'est plié.
Non. C'est un non. Le film part de quoi? D'un exorcisme qui a vraiment, ouvrez les grandes guillemets, qui a vraiment eu lieu. Alors, il a eu lieu, mais est-ce qu'il y a eu un exorcisme? Et est-ce en tout qu'il y a cas, une possession? est-ce que ce qui est montré dans le film, C'est vraiment passé? c'est vraiment passé? Rien n'est moins sûr. Donc on assiste à un exorcisme. Et c'est à peu près C'est tout. à peu près tout. Alors, pour le coup, on est méchant avec le film, mais le film a été méchant avec nous. Le visionnage de ce truc, c'est juste un cauchemar. Ça ne raconte rien. Je ne comprends même pas pourquoi il y a un distributeur qui se prend la peine de sortir ça en France. Désolé pour la boîte de distrib qui distribue ça, mais là, vraiment, on est sur le fond de tiroir d'une plateforme obscure J'ai adoré. disponible en Russie. C'est faux. Non, mais non, c'est vraiment un film très, très, très mauvais. Le grand questionnement, c'est qu'est-ce que Al Pacino vient foutre là? J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'explication concrète. Et en fait, je pense que, bah voilà, c'est juste une histoire de sous. Mais là où je me pose des sérieuses questions, c'est, mais il a pas d'autres moyens de faire des sous, Al Pacino? Ce qui est curieux, c'est que 2 semaines auparavant, j'ai revu un film que j'aime bien, Mhm. qui est L'Associé du Diable avec Keanu Reeves et Al Pacino, qui joue cette fois-ci le diable. Et il faut Et- savoir que The Ritual est le deuxième film d'horreur de la carrière d'Al c'est Pacino, ce que j'allais dire. après L'Associé du Diable. Et bah, il est vachement mieux quand il fait le diable que quand il essaye de le pourchasser. Vraiment, il n'y a rien à voir. Je conseille L'Associé du Diable. Il est sur Netflix encore en ce moment, me semble-t-il. Ok. Et c'est un bon visionnage ou revisionnage. Petit classique des années 90. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est ouais. vachement bien. D'ailleurs, dans The Ritual, il fait un espèce d'accent à couper au couteau. Il en a rien à foutre d'être là, ça se voit. Il donne le strict minimum, mais en même temps, il y a rien à donner. C'est vide. Bon, on va peut-être reprendre les bases. Pourquoi c'est nul, The Ritual? L'exorcisme d'Emma Schmidt, on l'a même pas dit, mais Ouais, c'est ça d'accord. le titre. Il y a un truc dont j'aimerais parler, une espèce d'éléphant au milieu de la pièce. Ouais, ouais, vraiment, ouais. Il y en a plusieurs. Je sais de quoi tu vas parler. Moi, je vais parler de mise en scène, je vais parler de choix de cadrage. Ouais, bah, j'étais sûr. La caméra épaule. Elle est bourrée. Musique classique. Non, la caméra épaule, bah c'est bien, ça permet de renforcer le côté réel. Cette caméra épaule, qui est là pour renforcer le côté réel, a été très popularisée avec Blair Witch et Paranormal Activity. Voilà, oui, Et notamment. même s'il existe d'autres réalisateurs qui auparavant auraient utilisé cette technique, cette photo dans du film d'horreur, on pourrait même peut-être penser à du Herzog sur du Nosferatu par moment. On pourrait. Non, mais t'es un malade de dire ça. Non, pourquoi? Parce que lui, il utilisait la mise en scène pour se rapprocher du documentaire, à l'instar des films que Oui. je citais précédemment, Oui. qui eux sont des fine footage. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire qu'il y a quand même... Enfin, si, Blair Witch se rapproche aussi d'une mise en scène documentaire. Hein. Moi, c'est Oui, d'ailleurs ce que mais j'adore. il y a la notion de réel en tout cas qui rentre en jeu. Ouais. Et Herzog, qui est un réalisateur de documentaire, il utilise aussi cette caméra à épaule. Dans ces films de fiction pour Dans ces ramener films de un aspect documentaire, ouais. Voilà, c'est juste le seul parallèle que je voulais dresser entre ces films-là. Mais c'est pour dire que dans l'horreur, ça a déjà été utilisé. The Ritual ne tend ni vers le fan footage, ni vers un aspect documentaire. Bah si, en fait. Bah, si. Alors, attends. Parce que bien que ce type de mise en scène permet d'être au plus proche de l'action et des personnages, le film prend le parti pris de construire dans son découpage technique, ainsi que dans son esthétique, tous les codes classiques en intégrant seulement la caméra main. Ce qui fait que ça n'exploite que très peu les possibilités qu'offre ce genre d'idée. Ouais, ça fait très cheap. Et en plus, si on prend même des séries comme The Office ou Brooklyn Nine-Nine, qui utilisent différemment parce que eux, ils vont jouer directement avec la caméra en interagissant avec, ou Ouais. alors utiliser comme outil comique pour rehausser ou accentuer l'humour et les situations. Mhm. Là, même pas, c'est pas du tout le cas de ce film-là. Et c'est pour ça que pour moi, déjà, c'est un premier problème. Effectivement, elle est bourrée et on en revient dans 5 minutes, cette pauvre parce caméra. que oui. Mais il y a un intérêt à utiliser la caméra épaule. Il y a un vrai intérêt. Ça raconte quelque chose. C'est là pour montrer quelque chose, pour te plonger dans une atmosphère, ou pour jouer avec, ou pour faire ce que tu veux. Ça n'a aucun sens de le faire comme ça. L'idée de base, c'est comme c'est une histoire réelle, C'est ça. on va essayer de la rendre encore plus concrète avec la caméra. Soit, mais utilise-la. Ne fais pas un découpage technique classique. Non, mais il a pas fait de découpage technique, là, c'est filmé sur le vif. Il y a aucun plan qui a été pensé en amont, ça se voit. Voilà, je suis d'accord avec ça. Et bon nombre de séquences sont illisibles, mal rythmées et tout. détruisent le peu d'ambiance que pourrait Ouais. instaurer le film. Ça fait longtemps que j'avais pas râlé.
Non, mais J'ai l'impression d'être un gros con. Mais t'as Pardon. complètement raison dans tout ce que tu dis. Et si on s'appesantit autant sur le truc de la caméra épaule, c'est que le film commence, ça donne la nausée, mais instant 1, quoi. C'est horrible, c'est irregardable. Et tu sens pendant tout le film que rien n'a été réfléchi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 5 plans pour montrer qu'un personnage tend une mallette à un autre et qu'il l'ouvre? Est-ce qu'on a besoin de 5 plans pour montrer cette action simple? C'est bête. Pourquoi tu recules pas un petit peu? Tu poses ta caméra sur un trépied. Voilà, peut-être qu'il faut lui expliquer à ce David Middle ce qu'est un trépied, parce que visiblement il en a jamais entendu parler. Tu poses ta caméra sur un trépied et tu laisses ta scène se dérouler. Et tu sais quoi, Tom? Eh ben, ça ferait une scène bien plus flippante. Juste voir un exorcisme se dérouler en plan large où tu comprends pas bien ce qu'il est en train de se passer. Est-ce qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer? Est-ce que la personne qui est en train de se faire exorciser est juste normale? Est-ce qu'elle est possédée? Est-ce qu'elle est en train d'avoir les yeux qui deviennent blancs, etc.? Je ne sais pas, je ne vois pas, je suis loin. On en parlait il y a quelques semaines sur les évanouis. Weapons, où il y a toute une séquence où on ne voit pas vraiment ce qui se passe et la mise en scène va jouer principalement avec le son. C'est une idée. La caméra elle est posée sur un trépied dans Weapons, dans la scène dont tu parles, elle est fixe, elle fait un léger panneau, mais le but c'est que on ait la lourdeur de l'espace, de l'environnement, du temps réel et des comédiens qui se déplacent dans le décor. Et quand tu veux faire un truc qui se rapproche au plus vrai du réel parce que c'est tiré d'une histoire vraie, documentée et tout ça, bah en fait justement poser sa caméra, laisser l'action se faire, et ben ça, en c'est fait, beaucoup. C'est du naturalisme, tout simplement. C'est juste, on va filmer la vérité, la réalité. On ne triche pas, il y a pas de montage. On filme juste des comédiens qui sont en train de jouer une scène et il se passe des trucs chelous. Ce serait bien plus terrifiant. Surtout que le film ne montre rien. Tous ces effets d'horreur. Au début, je prends le film un peu au sérieux. Je le regarde comme un vrai film. Je me dis bon, ok, je vais le juger comme un vrai film. À la fin, je me rends compte, et c'est pour ça que je te dis qu'en réalité, il y a une pertinence à la caméra épaule. Je me rends compte qu'on est simplement devant un film TF1, tu sais, sur les tueurs en série, là, où ils vont. En fait, on est sur un pseudo-documentaire qui n'est pas vraiment un documentaire, qui est un film de fiction, mais qui va recréer des scènes qui se sont vraiment passées en essayant de coller au plus près de ce qui c'est des faits, tu vois, de la réalité, sans apporter aucune direction artistique, juste comme des scènes entrecoupées d'un docu Netflix qui recréerait l'action. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un truc sans âme, sans ambition artistique du tout, juste voilà, bah en fait c'est un documentaire mais avec des acteurs. Et là le film a cette volonté là et c'est marrant parce que le réalisateur David Middle, il a fait un film précédemment. Attendez, je le connais pas par cœur, je suis obligé d'aller regarder sa filmographie de mort là. Il a réalisé un film en 2019 qui s'appelle The Killing of Kenneth Chamberlain et qui raconte une histoire vraie. Et en fait, bah, la seule ambition du film, ça va être de documenter ce fait réel, mais pas pour en raconter quelque chose, juste pour faire comme si c'était un espèce de documentaire, mais dont les scènes ont été recréées avec des acteurs. Donc ce mec-là, il sait faire que ça visiblement, et même ça, il le fait pas bien. Et puis tu n'utilises pas ce qui est mis à ta disposition non plus, c'est-à-dire que tu as non pas une église, comment ça s'appelle? Un couvent. Un couvent, très peu de plans larges. On voit rien. Vous avez un décor. Non, mais dès qu'ils font des plans larges, en vrai, tu vois des gouttières du 21e siècle dans le cadre, alors que c'est censé se passer genre en 1920, 1930. Esthétiquement, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je dirais même que c'est un loupé. Ouais. C'est hyper répétitif. C'est-à-dire qu'on va suivre les scènes d'exorcisme jour après jour. D'ailleurs, c'est écrit jour 1, jour 2, jour 3. Ouais, jour rituel 4. 1, rituel 2. Oui, voilà, c'est ça. Et entrecoupé de moments de vie où ils sont là en train de dire mais il se passe quelque chose, non? Non, il se passe rien. Si, il se passe quelque chose. Elle est bizarre. C'est très... Mais non, elle est pas bizarre, elle est malade. On non, suit elle est des pas malade, personnages qui sont inconsistants, qui évoluent dans des scènes assez insipide et où, durant les fameuses scènes de rituel, d'exorcisme, où là, normalement, l'action est à son paroxysme, on est tendu, on est le cul tremblotant sur notre fauteuil, et ben en fait, il se passe rien. Non, mais elle fait... Deuxième jour, elle fait... Et troisième jour, elle fait... N'importe quel cliché de film d'horreur avec une possession dedans, sauf que là, le film raconte une histoire vraie. Dans l'histoire vraie, donc c'est Emma Schmidt qui s'est fait exorciser quand elle était jeune, parce qu'elle aurait été vraiment possédée, notamment par sa belle-mère, je crois, et son oncle, qui aurait aussi une relation incestueuse avec elle. Il lui filait donc ça, c'est une histoire vraie. Il lui filait de la nourriture possédée, enfin de la nourriture maudite, quoi, qu'ils avaient maudit et tout. Comment tu maudis de la nourriture? Avec les mains? Avec les mains. Et la nourriture est maudite. Ok. D'ailleurs, ne bois surtout pas ce café. Elle aurait été possédée de cette manière-là par plusieurs
plusieurs démons, notamment par Judas. au Judas, passage. dans le film, on te montre une certaine Mina. Voilà, me et elle, semble-t-il. c'est sa belle-mère, ou je sais plus exactement quel est le lien de parenté. Jusqu'à Satan himself. Et ouais, et il y a Jacob aussi qui est son oncle ou je sais pas quoi. Et donc Le mec dans Twilight. lui, c'est le même. Et donc en fait, elle s'est fait exorciser quand elle était plus jeune. Ensuite, en 1928, ils ont passé genre plusieurs semaines, plusieurs mois à l'exorciser petit coup par petit coup. Il y a eu 1 ou 2 semaines en août. Ensuite, en septembre, ils s'y sont remis 1 ou 2 Bon, semaines. alors, et en l'histoire décembre- est tragique et on se moque pas de l'histoire. Non, et c'est donc- le film qui nous Et pose donc à la problème. fin, la légende raconte qu'elle aurait été vraiment soulagée de ses démons et qu'elle aurait vécu une vie normale. Après, vie normale, on sait pas vraiment parce que on dit que c'est le cas d'exorcisme le plus documenté de l'histoire des États-Unis. Le problème, c'est qu'on a des doutes sur sa date de naissance et sur son vrai prénom, puisque les archives se contredisent un petit peu Ouais. et qu'on sait pas si dans les archives on parle d'elle ou de sa mère. Donc le plus documenté de l'histoire avec des grosses pincettes quand même. Et il y a eu un portrait du mec qui l'a exorcisé dans Time Magazine, je crois. Et donc le prêtre en question, Théodore, je sais plus quoi, c'est le mec qu'interprète Al Pacino dans le film. Moi, alors toi, tu vas dire ou tu rallouilles pour pas grand chose, mais dans le visionnage, ça m'a tiqué quand même. J'ai un problème avec le personnage principal. Mhm. J'ai une forme de méconnaissance sur La théologie. les religions, sur certains aspects de la religion. Je ne connais pas tout, mais en fait, pour moi, sa nature, donc au prêtre. Ouais. Donc le personnage que tu suis tout le long du film, pour moi, sa nature ne fonctionne pas avec sa fonction. C'est-à-dire que c'est un prêtre qui ne croit pas tant que ça en la possession, etc. Mhm. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous est présenté. Et je pense que, alors très certainement, beaucoup de prêtres ne croient pas en la possession ou en le malin qui pourrait interagir avec des corps. Je n'en sais rien de si ça existe beaucoup, de si ça existe quasiment pas, de est-ce que globalement les gars se sont mis un peu tous d'accord pour dire moi mais le malin quand même. L'exorcisme, c'est pas courant quoi. Non, c'est pas courant, mais est-ce que t'es tout de suite réfractaire à la chose en tant que prêtre? Je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il aurait peut-être fallu en faire un personnage différent ou en faire un homme de foi qui est déchu, qui renie son ancienne croyance, etc., pour au moins lui donner un arc. Alors, vous voulez... Ah, là, il a rien, oui. Là, il a pas d'arc. Il n'a pas d'arc, le seul trait de caractère qu'il a, c'est que son frère est mort il y a 2 mois, et ça n'a pas tellement d'impact. Pour quelle raison? Pour que le démon, à un moment, il dise Ah, ton frère, il est mort! Ouais, C'est- mais alors oui, vous voulez coller à l'histoire réelle et tout ça. Enfin, au final, en fait, vous aviez pas tant de choses à raconter que ça. Non, mais c'est ça le problème de Que- vouloir absolument coller au réel. C'est que, moi, je pense que, en fait, là, tu te dis oui, mais ça fait bizarre qu'un prêtre ne croit pas trop aux exorcismes. Mais il est très au début. réfractaire pendant une très grosse partie du film. Ouais, en fait, moi, ce qui me fait chelou, c'est qu'il est réfractaire après avoir vu des trucs de ok, non, mais c'est pas un problème Ouais. psychiatrique, elle est clairement Mais parce qu'il dépossédée. y a eu 3 scènes de possession et là il dit ouais mais peut-être c'est pas ça, peut-être Ouais. un médecin. Et le médecin il arrive et dit alors là je peux rien faire les gars. Il fait non, mais vous êtes sûr que c'est vraiment Ouais. une possession? Et désolé je reviens là-dessus mais dans l'imaginaire collectif un prêtre ne réfute pas la potentielle possession du malin sur un individu. Pas d'accord avec ça. Ouais. Ah, je ne sais pas, mais pour le coup, c'est vraiment en tant que spectateur et ayant une méconnaissance sur certains points. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, il y a un peu ça, et dans ce qu'on te montre dans tous les films d'exorcisme qu'on a pu voir, il y en a une chier. Je me souviens pas de personnages croyants qui se dit non, là c'est voilà, c'est la chiasse là. Mais écoute, moi je pense qu'on est en 1928, on est au 20e siècle. Il y a un moment où ils d'autant se plus. disent, non mais tu sais, ils connaissent de plus en plus la médecine. Bon après la psychiatrie et tout, je sais pas, mais ils connaissent de plus en plus les bienfaits et les vertus de la science et de la médecine. Et en fait, il y a plein de prêtres qui sont juste là, bah j'ai la foi et tout, mais ça pourrait s'expliquer par des problèmes psychiatriques par exemple. Alors oui, complètement. Le seul truc, c'est, je pense que là, on va appeler ça du chipotage. C'en est complètement. C'est juste un reflet de à quel point les personnages sont inconsistants parce qu'on ne sait rien d'eux. Ouais, Et en fait, oui, il y a très peu de dialogue intéressant qui permet d'appréhender et de comprendre un personnage. Ce qui fait que du coup, quand le mec est réfractaire pendant trop longtemps sans trop de raison, bah ça fait un peu bizarre, quoi. Pour poursuivre sur l'écriture, et après peut-être qu'on va remballer parce que vraiment ce film ne mérite pas autant de temps d'attention. Et vraiment, on vous déconseille d'aller voir ça. Il y a eu tellement de films d'horreur qui sont sortis ces dernières semaines que aller voir ça, ce serait vraiment une insulte. Il n'y a aucune raison d'aller voir ça. Foncez voir tous les autres films qu'on a conseillés, à savoir The Ugly Stepsister, Dangerous Animals, Les Évanouis, Bring Her Back. Bring Her Back, qui est notre chouchou en plus, je sais pas pourquoi je l'oublie. Voilà, foncez voir tout ça.
Vraiment. Together aussi. Together. Mais oui, là, ça ne mérite pas du tout 1h38 de votre temps. Mais c'est le vide absolu. Il n'y a rien. Et donc, pour finir, je voulais juste rajouter sur ce que tu disais avec le scénario. Il y a un vrai problème d'écriture. Ça veut coller au réel, mais du coup, il n'y a pas d'histoire, en fait. Il n'y a pas de progression, comme tu le disais, entre les séances d'exorcisme. Ça fait que le film est long. Tu ne comprends même pas pourquoi tu es en train de regarder ça, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de m'infliger ? Pourquoi je suis toujours obligé de regarder cette merde ? Donc non, je vous en supplie, ne vous infligez pas ça. Vous avez tellement d'autres bonnes raisons d'aller vous enfermer dans une salle obscure. Là, c'est une perte d'argent, une perte de temps. Ça va vous faire perdre foi... Très bon jeu de mots, en le cinéma et le cinéma d'horreur. C'est genre, vous allez vous dire, bon bah voilà, si les films d'horreur ressemblent à ça. Oui mais non, les films d'horreur qui sortent de cinéma, ils sont pas censés du tout ressembler à ce truc vide qui est une merde abyssale, quoi. Ce qu'il faut retenir de ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais que si tu as un Al Pacino, vaut mieux qu'il joue le diable qu'il essaye de le repousser. C'est vrai. Bon, on fait une petite pause dans les mauvais films. Ouais, moi cette semaine je voulais qu'on fasse un sandwich. Film d'horreur nul. Très bon film. Film canois. Film d'horreur nul. On va parler donc de Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Hvordan går det med filmen da? Hvordan er det å jobbe med Rachel Kemp? Det är på tiden att vi sätter oss ner och pratar, du och jag. Jag inte det? Jeg synes kanskje det er litt vanskelig nå. Vous en avez peut-être entendu parler durant le Festival de Cannes 2025. Je crois que c'est l'une des grosses attentes post-Festival de Cannes, Valeurs sentimentales. J'avais commencé à suivre la carrière de Joachim Trier à partir de son deuxième film, Oslo 31 août, qui est un film que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai pas vu The Worst Person in the World, Julien 12 chapitres, que tout le monde a vu, que tout le monde a adoré. Qui est le dernier film qu'il avait fait avant c'est ça, Valeurs sentimentales. 2021, si ma mémoire est bonne. 2021, c'est ça. Et avec sa collaboration avec Renate Reinsve, qui est le personnage, qui joue un des personnages principaux de Valeurs sentimentales. Ouais, exactement. Le film avait fait grand bruit, il était passé par le Festival de Cannes. Et... depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'il y a une véritable institutionnalisation de Joachim Trier comme grand metteur en scène, comme grand réalisateur de films d'auteur. Il fait partie de la scène du grand cinéma international, du grand cinéma qui va se retrouver à Cannes, etc. Depuis un ou deux films, là, il commence à être bien installé dans cette catégorie de metteur en scène. Joachim Trier, c'est le cousin de Lars von Trier. Voilà, c'est tout. Ils n'ont pas plus de liens que ça, ils sont juste cousins. Mais au final, leur filmographie ne se croise pas vraiment et je crois que leurs carrières ne se sont pas vraiment croisées. Juste, ils sont cousins. La production de film est assez rigolote sur certains points parce qu'il y a énormément de points similaires avec le film lui-même. Ouais, c'est trop intéressant ça. Par exemple, il a écrit le rôle de Nora, donc qui est interprété par Renate Reinsve. Il a écrit ce personnage en pensant directement à elle. Il faut savoir que dans le film, le personnage du père qui est donc réalisateur et qui veut faire son nouveau film a écrit son personnage pour sa fille. Donc, qui est joué par... C'est pas le seul. Il y a aussi la maison qui est un personnage à part entière dans le film. On voit tous ces personnages évoluer au sein d'une maison. On va peut-être brièvement rappeler aussi de quoi parle le film juste après. Et ça a été très compliqué. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver la maison idéale aussi, justement, qui avait des craquelures, où on sent qu'il y avait eu du vécu et un passif. Sur plein de points, le film parle de la production. Ouais, c'est super intéressant. Et en fait, tu sais quoi, ça se sent quand tu mates le film. Qu'il y a des liens entre le réel, que le réel répond à la fiction et tout. Ouais. C'est même le sujet du film, lien entre fiction, donc cinéma, et qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie qu'on va mettre en scène. On va utiliser la vraie maison familiale pour montrer la maison familiale au cinéma. Donc c'est très marrant que le film parle de ça et en même temps le film réponde au réel. En plus, Joachim Trier, il a eu les premières idées du film quand sa maison familiale a été vendue, je crois. J'ai vu ça, ouais. Et donc voilà, il y a énormément de réponses dans le film à la production et à comment tout ça s'est passé. Parlons du film, de quoi ça parle ? Comme beaucoup d'autres films de Joachim Trier, ça parle de gens tristes et qui ont un mal de vivre et qui ont envie de se flinguer. On retrouve du coup deux sœurs qui viennent d'assister à l'enterrement de leur maman et leur papa qui est un grand réalisateur et qui a été absent une bonne partie de leur vie, ressurgit dans leur vie et veut faire un nouveau film. Il y a juste
un petit élément qui va vraiment déclencher l'intrigue du film, c'est que ce grand réalisateur veut faire jouer sa fille dans son nouveau film. Sa fille n'est pas très chaude. Et du coup, le réalisateur, qui est joué par Stellan Skarsgård, il va caster une actrice à la mode américaine, qui est jouée par Elle Fanning, à la place de sa fille. Et donc, Ça tout va partir de là. engendrer, ouais, toute une histoire. Les comédiens sont absolument bluffants. Il y a tellement de choses à retenir de ce film, mais il y a quand même un point de ouf sur le jeu. Et c'est marrant parce que le film parle aussi d'acteurs, de la vie de comédien. C'est quoi la vie de comédien? Qu'est-ce qui se passe Mais le dans film un parle comédien? de la famille, le film parle de cinéma, le film parle de dépression. Oui, ça parle beaucoup de dépression. Ouais. Beaucoup de dépression. Il parle d'énormément de choses. Et pourtant, le fil rouge est peut-être pas le plus important. Genre toute l'intrigue autour du film? Ouais. Au final, c'est le manque de communication entre les personnages qui va vraiment, Et puis, qui va vraiment être la clé. un des gros points forts du film pour moi, c'est l'atmosphère qui met en place et qui est prédominante, qui a un réel enjeu. Ça permet de comprendre les personnages, de concevoir leur manière de penser. Et en fait, il y a des scènes qui s'allongent, qui s'étirent, et où tu vas avoir une tension et une émotion qui va prendre toute la place, qui va être prédominante, mais qui va te permettre de comprendre la mentalité du personnage. Et c'est là où tu vas en apprendre le plus que sur le fil rouge global. Ouais. Le film est là pour que tu apprennes à connaître les personnages, à les comprendre et à comprendre leurs réflexions par rapport à tout ce qui se passe. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est l'omniprésence du cinéma. Évidemment, le film parle de cinéma. Il va parler même de l'industrie, de comment on fait des films, comment on produit des films, etc. Il va parler de plusieurs corps de métier dans le cinéma. Mais en fait, il y a tellement de cinéma dans ce film. Il va citer tellement de metteurs en scène, de façons de faire du cinéma, de styles différents dans sa mise en scène, au sein même de sa mise en scène. Beaucoup de scènes vont être de simples, entre gros guillemets, parce que j'allais dire de simples dialogues dans des pièces. Mais il faut voir comment les dialogues sont écrits avec une maîtrise et une justesse incroyable. Mais beaucoup de scènes vont être simplement des dialogues dans des pièces entre les personnages. Et il y a d'autres scènes qui vont regorger d'idées de mise en scène beaucoup plus originales, et avec plein de fioritures, tu vois, on pourrait dire. Tu vois, cette scène d'intro, il y a une grosse voix off, il y a des images d'archives qui ont été tournées pour l'occasion, il y a plein de plans, il y a un vrai travail sur le son. Au début, il y a un truc avec Elle passe la portière et tout ça, il y a un vrai travail sur le sound design et sur le mixage du son. Tout est fait extrêmement proprement, extrêmement bien. Le film est très 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 beau, juste d'un point de vue plastique. Donc il va y avoir beaucoup de travail sur le cinéma. Deuxième scène, on enchaîne et on est sur un autre registre qui n'a rien à voir avec une scène où on va avoir beaucoup de tension, où on va avoir ce personnage principal qui va avoir peur de faire quelque chose, et tout le but des autres personnages, ça va être de l'empêcher de faire une connerie. Ouais. Je dis ça comme si c'était une scène de suicide, hein. C'est pas du tout une scène de suicide, rien à voir, mais voilà, de la convaincre de pas faire de la merde à ce moment-là. Et c'est une scène géniale, et on est dans un tout autre registre, on est dans un tout autre film. Il y a aussi le moment où le film part au Festival de Deauville, où on va suivre le réalisateur au Festival de Deauville qui va rencontrer Elle Fanning. Pareil, on est vraiment sur un autre registre, une autre façon de faire du cinéma, une autre façon de montrer les personnages. On voit d'ailleurs dans cette scène-là une autre facette du personnage de Stellan Skarsgård. Il arrive à avoir un jeu qui est en subtilité, qui est en finesse, qui est tellement juste, où là tu découvres que c'est le même gars, mais c'est une facette du perso que j'avais pas encore découverte. Quelqu'un qui est beaucoup plus seul, qui est beaucoup plus grave, et en même temps qui cherche quelque chose qu'il a jamais eu. Comme un oignon, on lui enlève les couches petit à petit. Et enfin, il y a aussi des films dans le film. Alors, il y a des films qui vont être cités, avec une blague incroyable qu'il fallait absolument mettre en scène un jour au cinéma. Je vous la spoil pas, mais c'est trop drôle. Et il va citer Gaspard Noé à un moment dans cette blague. Et après, je vais revenir à ce que je voulais dire avant, mais il cite Gaspard Noé. C'est marrant, il fait un truc que Gaspard Noé fait tout le long du film. Il met des légères coupes au noir entre chaque séquence. Oui. Et c'est... le film est ponctué de ça. Ouais, et chaque séquence va être séparée de cette manière-là, comme si elles étaient
pas reliées, comme si elles n'arrivaient pas à se relier. Et Comme que si tout elles étaient indépendantes. Comme s'il y avait un espace, en fait. Et c'est d'ailleurs l'espace qu'il y a entre les deux personnages principaux. Et qui sert d'ellipse aussi. Et qui sert d'ellipse et qui est un effet de style que, en vrai, même juste visuellement, en termes de rythme, j'aime bien. Et c'est un truc qui est, je sais pas s'il s'en inspire, mais qui vient aussi du cinéma de Gaspard Noé, qui est un truc qui est présent dans quasiment tous les films de Gaspard Noé. Juste pour revenir, il y a un film dans le film à un moment. Et ce film dans le film, généralement, ça fait un petit peu faux quand on montre un faux film à l'intérieur du film qu'on est en train de regarder. Ça fait toujours, bon bah voilà, je sens que c'est un extrait qui a été tourné pour l'occasion. Et là, je trouve qu'il y a une justesse dans l'image, les images qu'il va nous montrer. Déjà, il y a un travail sur le fait que c'est censé être un vieux film, donc on va avoir un petit effet de pellicule, mais qui est très léger. On va pas juste avoir un film avec du grain, on va avoir juste des petites imperfections dans l'image qui montrent que voilà, c'est un film pellicule tourné à l'époque. Et surtout, j'ai vraiment l'impression que cette micro-séquence d'un film dans le film qu'on voit dans Valeurs sentimentales, cette séquence, en fait, c'est une idée que Joachim Trier a lui-même eue. Il s'est dit, oh mais ce serait trop cool de faire une scène de film comme ça. Sauf que peut-être qu'il s'est dit, bon bah j'ai pas envie de faire le matériel pour. J'ai pas envie de faire de film autour de ce sujet-là, j'ai pas plus à raconter autour de ce sujet-là. Bah en vrai là c'est le moment de foutre la scène dont j'ai eu l'idée et de la filmer, de la mettre en vie quoi, et de j'utilise l'expression de Claude Lelouch au lieu de dire mise en scène il dit mis en vie. Bref, non, de la mettre en scène. Et donc, elle se retrouve dans le film. En fait, c'est juste, c'est sincère, en fait. Ça fait pas artificiel. Moi, c'est un film que je trouve tellement riche. Pendant tout le film, j'étais en train de cogiter. Je me dis, ah, mais j'adore ça. Oh, ça, j'adore. Oh, c'est trop bien écrit. Ça joue tellement bien. Tous les acteurs et toutes les actrices, vous êtes tellement formidables. C'est un film que j'ai grave envie de revoir, tu vois. Ouais. En sortant de la salle, moi, j'avais une ou deux petites réserves sur un point. Je trouve que le film s'étire en longueur un petit peu sur la fin. Ouais. Et en même temps, je saurais pas quoi couper au sein du film. Et je pense que ça a un sens et que ça a été pensé comme ça aussi, parce que ça sert aussi beaucoup le film. C'est ce qu'on disait auparavant sur l'atmosphère, sur le fait de prendre le temps d'être avec les personnages et d'avoir cette lenteur et cette longueur au sein des séquences. Parfois, je pense à la scène avec Skarsgård où commence à se bourrer la gueule, il est tout seul et après un rendez-vous avec Elle Fanning. Ouais. Et là, ça a beaucoup de sens d'assister à sa solitude. Et donc, fatalement, t'es obligé de tirer un peu en longueur. Voilà, et surtout que ça parle beaucoup de dépression, donc t'es obligé de tirer les choses. T'es obligé de passer par là. Donc là, le film a un petit peu cogité. Et non, je trouve que c'est vraiment très bien. Il y a énormément de choses à tirer. Je conseille vivement d'aller voir le film. Et il y a quelque chose d'extrêmement universel à l'intérieur de Valeurs sentimentales parce qu'il touche à des thèmes juste qui sont très oui, parce que s'il y a des thèmes qui parlent moins, tu vois, comme le cinéma. Oui, voilà, là on est loin. Ouais, tu vas plus te rattacher à l'aspect famille. Comme le film parle d'énormément de choses, je pense qu'il peut parler au plus grand nombre. Parce que ce qui te touchera moins dans le film, d'autres sujets te toucheront plus. Il y a un mélange, une espèce de méli-mélo qui fonctionne plutôt bien. Ouais, et le film pose une question simple et assez géniale. C'est quoi un foyer ? Et il va répondre sous toutes les coutures à cette question-là, en te montrant dans une scène d'introduction, voilà, une version idéalisée du foyer, de la maison, de la famille, avec une séquence qui pourrait rappeler certaines comédies romantiques ou tu vois, quelque chose comme ça. Et pourtant, à la fin, il va te dire non, en fait, on n'a pas besoin de ce que je t'ai montré pour faire un foyer, pour faire une famille. Parce que tu te souviens de ce qui se passe dans la séquence de fin. Oui. Tu te souviens de où on est dans la séquence de fin. Et du coup, ça a énormément de sens. En fait, on n'a pas besoin de ça. Et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est... Bref. Après, ce message-là, il a été dit et redit un paquet de fois. C'est pas un novateur. Oui. Non, bien sûr que non. Mais sur la forme, c'est très bien fait. Ouais, sur la forme, c'est très bien fait. Et le fait qu'il soit cassé le cul pour trouver la maison parfaite, la maison est géniale dans le film. Et je pense que ce serait un peu faux de dire que... Elle reflète aussi toute l'histoire familiale. Ouais, c'est ça. Et en fait... peut-être pas tant que ça. C'est ça tout ce que le film raconte. C'est en fait la maison, c'est des briques quoi. Ce serait un peu abusé de dire que la maison est un personnage du film parce que je pense que tout le message du film c'est de dire non, la maison on s'en fout. Ce qui compte c'est juste cette relation entre les deux et de ce qu'elle a abrité. Voilà, c'est ça. Après, effectivement, elle est au cœur.
de toutes les intrigues. Ouais, oui, pendant tout le film, on va vraiment tourner dans la C'est un maison. réceptacle en D'ailleurs, fait. c'est super joli de voir ce décor qui est réaménagé constamment. Il est à plusieurs reprises du film, il va être rempli, vidé, montré sous différentes La époques. baraque, Et tout. elle est belle. Hein. La baraque, elle est trop belle. Et ce qu'ils font avec, c'est trop génial. Il y a un travail de décor qui est hallucinant. On voit, je pense, 5 versions du même décor dans le film. Ouais. 5 ou 6 peut-être. Et des moments, c'est très subtil. Des moments où c'est juste... D'accord. Et donc ils vont réhabiller la maison constamment pendant le tournage. C'est putain, c'est ouf le travail qu'ils ont fait. Voilà, non, en vrai c'est génial, ça tue. Et j'ai trop hâte de voir Julien 12 chapitres. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore vu, quoi. Qu'est-ce que tu retiens du... Que la communication, en vrai, c'est un petit peu important. Tu crois? Vraiment, on est obligé là. J'ai pas envie. Comme ils font dans le film. Bon, viens, juste on fume une clope, on parle pas. Bon. C'était bien, hein. C'était bien le film canois là qui a Ouais. eu un prix et tout, C'était bien. avec un réalisateur et des comédiens hyper stylés. T'as pas envie de parler de clown? Bah, là, bof. Ah ouais? Ouais. Eh ben on y va quand même. Allez, La Nuit des Clowns de Eddie Craig. Un petit sourire, la nouvelle. Tu vas devenir une star, une vraie reine de l'horreur. Choisis bien avec qui tu traînes. Il y a des gens chelous dans cette ville. C'est bon, j'ai compris, très drôle. La Nuit des Clowns, Clown in a Cornfield. C'est quoi, Tom, Clown in a Cornfield? Oh. En tout cas, pas un grand film. Alors de base, c'est un roman intitulé Un clown dans un champ de maïs. C'est sorti récemment. Oui, parce que les droits d'adaptation ont été acquis avant la publication du bouquin. Et il faut savoir que c'est un truc qui se fait souvent, en fait. C'est un truc qui se fait souvent. Quand un metteur en scène ou une metteuse en scène ou des prods tombent sur une œuvre qu'ils aiment bien, ça a été le cas pour Kick-Ass par exemple. Matthew Vaughn a lancé la production pendant que le comics était finalisé, Ouais. le premier comics. L'exemple le plus populaire, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Exactement, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, je crois que le film ne prend pas la même trajectoire que Ouais. le bouquin à la fin. De Arthur C. Clarke, ouais. Ouais. C'est l'exemple. le Mais plus Arthur C. populaire. Clarke a quand même participé à l'élaboration du script du film. Ah bien sûr, Ouais. mais les deux ont été Ouais. étroitement liés pour le coup. Ce tournage, il a duré combien de temps à ton avis? Bah, tu m'as dit, c'est Ah. un petit tournage record. C'est un tournage qui a duré 5 semaines, ça a été tourné au Canada. C'est un temps record, hein. C'est même pour acheter les droits d'adaptation et tout ça, faut pas oublier que tout a été très rapide. Est-ce qu'on le ressent dans le film? Peut-être, mais on n'a pas spoilé. Ellie Craig, c'est le réal d'un film qui avait marqué quand même pas mal de gens, qui est Tucker and Dale versus Evil. Dont moi j'adore ce film. Enfin, en tout cas, j'adorais ce film quand il est sorti en salle. Écoute, le film ne m'avait pas marqué plus que ça. Je l'ai vu ado, je pense que je l'ai vu à la bonne période, je l'avais trouvé sympathique. Je trouve que l'existence de ce film est carrément justifiée. Il joue avec les codes. Il a 2 comédiens principaux qui bouffent l'écran et qui sont extrêmement drôles. Il va mettre en scène ses morts, l'horreur, d'une manière originale, extrêmement fun. Par contre, je déteste le titre français de ce film. C'est Tucker and Dale Fight le Mal. Fight le Mal. F-I-G-H-T-E-N-T. Il y a une grosse énigme sur le film que Oui. je me suis fait. J'ai eu l'impression d'assister dans mon visionnage à un film qui a été fait en 2011, mais qui, bien en 2025, hein, il sort là actuellement dans les salles obscures. J'ai l'impression d'avoir eu un film qui datait de 2011 et qui parlait d'un sujet, donc les clowns tueurs. Les clowns tueurs, ça remonte les gars, C'est quand même. plus à la mode. C'est plus à la mode, c'est surtout que tout le truc des mecs qui s'habillaient en clown et qui tuaient des gens, enfin ça a été... Tu es des gens. Ouais. J'ai une histoire un peu chelou comme ça. Vas-y, raconte. En gros, dans ma petite ville paumée, enfin dans la campagne quoi, Ouais. je me souviens... Vous allez être déçus. Ah oui. Ouais. Je me souviens, à Halloween, j'étais chez un pote, j'avais bu une bière, je suis rentré. Et genre, j'en ai pour 10 minutes de chemin, mais tu sais, dans le noir complet, en pleine campagne. Et en fait, à côté de moi, à un moment, je sens un buisson qui bouge, mais qui bouge beaucoup. Tu sais, à ce moment-là, t'es là, tu dis, oui, c'est le vent et tout, machin. Et à un moment, je dis, ah, monsieur et tout. Il y a un truc dans le buisson qui m'appelle. Moi, j'ai 17 ans. Ouais. J'ai 16, 17. Ouais, peut-être 18. Enfin, on s'en fout. Et monsieur et tout, à l'aide. Je commence à faire, qu'est-ce qui se passe? et en fait, j'ai 2 petits gamins, mais les loustiques, ils ont 10 ans. Et qui viennent me voir, qui foncent vers moi. Ils font, on se fait pourchasser par des clowns depuis tout à l'heure et tout, machin. Écoute bien la phrase. Ils sont derrière vous. Je suis là, je me retourne et à 50 mètres plus loin, effectivement,
il y a des mecs habillés en clown avec, je pense, des fausses machettes et tout ça, qui faisaient Halloween et qui s'amusaient à faire flipper des gamins. Des horribles individus, vraiment. C'est marrant un peu. Non, moi ça me fait pas rire. Non, ça fait pas rire. Mais non, mais attends, mais les gamins ils sont terrifiés, ils se planquent dans un buisson, ils sont allés faire Mais ils ont Halloween. une anecdote à vie, mon gars. Et moi je suis là et je vois que les mecs au loin ils essayent de les faire flipper et qu'ils prennent du plaisir à ça. Je dis bon bah vous restez à côté de moi. Est-ce que vous savez au moins où vous habitez les enfants? Oui. Bon. Et donc je les ai ramenés chez eux. À un moment ils ont commencé à essayer de faire des coups de presse, mais ils ont capté que de toute façon ils étaient avec moi et qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose. Et donc du coup ils ont mis des coups de presse et tout ça. Et à un moment j'ai gueulé. Bon, un peu de loin, mais j'ai gueulé. Hey, Hey, stop là! hein, on arrête là. On redescend d'un étage. Et enfin bref, du coup j'ai ramené les gamins chez eux et tout. Mais il y avait ce fameux mythe du clown tueur et c'était pile l'époque où justement il y avait toutes ces histoires qui étaient sorties. Donc c'était terrible. D'ailleurs, vu que Tom vient de raconter une anecdote, bon, qui n'a pas vraiment de lien avec le cinéma, mais qu'est-ce que je vous propose de faire là, tout de suite maintenant? Eh bien, sachez que quand on peut, toutes les 3, 4, 5 émissions, bref, c'est quand on le sent, on fait le standard de Caméflex et on prend vos appels, enfin vos messages vocaux. Bah ouais, mon loulou, y a pas de problème. Où vous nous racontez vos anecdotes en lien avec le cinéma. Hein. On veut pas tout savoir de votre vie, on veut juste savoir les anecdotes en lien avec, je sais pas, un tournage, Un visionnage. un truc que vous avez vécu dans une salle de cinéma, une rencontre, un événement autour du cinéma qui s'est passé d'une manière un peu particulière. Bref, tout ce qui touche au cinéma, on veut vos anecdotes les plus croustillantes et pour ça, rien de plus simple, il faut nous envoyer un vocal sur Instagram. Mais c'est un petit peu compliqué de nous envoyer un message vocal sur Instagram. Oui, car en fait, il faut nous envoyer un message. Vous dites anecdote. J'ai une anecdote. Bonjour Caméflex, c'est une anecdote. On vous accepte. Oui, voilà, il faut qu'on accepte votre demande d'invitation par message. Et ensuite, vous pouvez faire le vocal et puis nous, on le mettra dans une des émissions. Et on réagira Vous... et on Voilà, si racontera vous voulez nous-mêmes être, nos propres anecdotes en lien avec le cinéma. Exactement. Si vous voulez être anonyme, vous nous dites que vous voulez être anonyme. Il n'y a pas de problème. Y a pas de Si pression. vous voulez votre prénom, on dira votre prénom. Et, vraiment, c'est du partage en tout bien, tout honneur. Et de la bonne humeur. Pour revenir à Clown in the Cornfield, je pense que la raison pour laquelle tu trouves que le film est daté, alors qu'il sort là en 2025, c'est que déjà le bouquin s'inspire d'une esthétique des slashers des années 80 et j'ai l'impression que le film suit à la lettre un petit peu ce qu'il y a dans le bouquin. J'ai pas lu le bouquin, j'ai autre chose à foutre, mais je pense que déjà dans le livre, dans le matériau de base, il y a rien de plus qui n'a déjà été fait. C'est juste un espèce d'hommage bidon. Tu vois, le titre du bouquin, j'ai vu la cover du livre, ça reprend l'esthétique Stephen King, des bouquins de Stephen King, et donc ça fait aussi écho à l'esthétique Stranger Things, qui reprend le même type de logo. Donc vraiment, c'est 80s nostalgia de merde. Le film est plus que réchauffé. Ah mais À tous les niveaux, tu vois tout venir. Les personnages sont écrits avec le cul. Tous les stéréotypes possibles qui vont jamais être déconstruits à aucun moment. ouais, parce qu'il faut quand même qu'on le mentionne, on parle d'un film où le noir de la bande meurt en premier. Genre, Oui. voilà, là tout est dit. Tout est dit. Il y a une blonde chiante dans l'équipe. Forcément, elle est coconne. Ouais, non mais enfin, en fait, c'est aberrant. J'ai déjà vu ça 150 fois. Genre, il y a même pas de twist. Et il y a aucun twist, il y a aucune déconstruction. Et tu peux plus faire ça à l'heure actuelle. C'est poncé, c'est surponcé. Il n'y a plus rien à faire comme ça. Il y a même eu des films qui prônaient ces personnages-là pour les déconstruire. Je pense à Oui, ou la pour faire des cabane, blagues. la cabane au fond des bois. La cabane dans les bois, ouais. La cabane dans les le truc bois, de Joss où Whedon. ils prenaient justement tous ces stéréotypes-là et ils arrivaient à faire un twist Ouais. qui était rigolo. Non mais en fait, que tu mettes ces archétypes, pourquoi pas, mais fais-en une blague. Mais Fais-en un truc. Mais on est arrivé à un stade où tu ne peux plus juste utiliser ces archétypes, bien ces sûr que non. stéréotypes, et c'est tout. Mais oui, c'est tout, parce qu'on les a déjà vus 3 milliards de fois. Genre, pour quelle raison les gens vont se déplacer au cinéma pour revoir la même chose? La même chose, mais on peut aller retourner au cinéma pour voir la même chose un peu twistée, mais là, c'est la même chose. Le film n'a aucune valeur. Il essaye d'insérer un propos, mais qui est juste, mais en surface, sur le clash générationnel. Mon Dieu, que ça ne marche pas et que c'est gros sabots. C'est fait avec au moins du 40-12. Et ça n'a aucun rapport avec l'intrigue du film, avec les trucs de clown, avec c'est juste gratos, c'est juste là parce que bon, il fallait quand même que notre film il parle un minimum de quelque chose. Et en fait, ça me déçoit énormément de Eli Craig parce que son premier gros film d'horreur au cinéma, le truc qui le révèle
pour les studios, etc., et qui fait de lui un réalisateur accompli. C'est un film qui déconstruit les codes du film d'horreur. Comment 10-15 ans après, tu peux te retrouver à réappliquer les codes que tu t'es pris un malin plaisir à décortiquer par le passé? Alors, s'il y a 2-3 fans de films d'horreur qui veulent quand même y aller voir parce qu'ils vont avoir les pépettes, vous n'aurez pas peur. Non, Je vous le dis tout de suite, le film n'est effrayant à aucun moment. Et les clowns me terrifient. Ah ouais, c'est vrai, t'as peur des clowns? Non, en fait, ça va maintenant. Non, mais les clowns, je peux comprendre qu'un clown dans un champ de maïs, ça peut être un petit peu inquiétant. Je n'ai Non, peur il à n'y a pas de peur dans ce moment. film. Allez, on fait un peu d'entertainment. On va parler de la fin. Si vous voulez pas entendre la fin, vous skippez 2 minutes, il n'y a pas de problème. Ouais. On va spoiler très brièvement. Jusqu'au bout du film, tu attends un twist, tu attends peut-être un élément choc qui va rabattre les cartes. Non seulement ça n'arrive pas, mais ça s'enfonce. Ouais. Ça s'enfonce dans la connerie quand on se rend compte que le méchant principal est le père d'un des jeunes Ouais. et qu'il en a un à péter de buter l'enfant. Ouais. Mais qu'il n'y a même pas de remise en question de la part du personnage. Ouais. Alors là, c'est d'un niveau abyssal. Ouais. Mais on creuse, quoi. Ça n'a aucun sens. Le film n'a rien à offrir. Il y a une mort qui est un peu rigolote. Voilà, moi je voulais en venir à là quand même. C'est que, au global, je ressens le film comme une grosse commande et je sens que Eli Craig est devenu juste un réalisateur à embaucher. Juste, j'ai besoin de travail, payez-moi, je sais tenir une caméra. Enfin, non, je sais, c'est pas son job de tenir la caméra. Plus, mais là, Et on lui a demandé. je sais comment on fait un film. Donc, voilà, vous voulez faire un film d'horreur? Bon, écoutez, voici mon tarif. Et je fais votre film d'horreur. Et je sens à 2-3 moments que Eli Craig s'amuse avec le film. Je sens qu'il s'amuse dans la manière dont il montre les morts, dont il filme 2-3 trucs. Ça reste hyper léger et ça sauve absolument pas le film pour moi. Tout est fade et insipide. Et ça me désole en vrai de voir ce mec faire ce genre de prod insipide, sans valeur, sans âme, sans rien à raconter. Ce gars-là, il mérite de faire des films qui racontent quelque chose. Son premier film, Tucker and Dale, c'est une comédie qui fonctionne, qui a plein de choses à proposer. Alors tout n'est peut-être pas génial, et j'avoue que j'ai pas vu le film depuis longtemps, mais c'était pas ça, quoi. C'était pas ça du tout. Et Tucker and Dale, en plus, c'est un film qu'il a mis longtemps à faire décoller. C'est un film qu'il a mis longtemps à faire en sorte qu'il existe. Le voir tomber là-dedans, son film d'avant, c'est Little Evil, qui est sorti sur Netflix, qui a l'air de... Je l'ai pas vu, je m'en tape, mais pareil, ça a l'air d'être un film de commande. Juste, voilà, on a un scénario de film d'horreur potable, il faut qu'on le mette dans la boîte. On appelle ce gars-là, qui est même pas un yes man, juste un gars qu'on peut embaucher, il va faire le film et fin de l'histoire. Là, j'ai vraiment cette impression pour Clown in the Cornfield. Après, on parle de ce truc-là, ça va faire un four monumental. Personne ne va voir ce film, plus personne n'en entendra parler, ça va être oublié, ça va être dans les poubelles de l'histoire du cinéma d'horreur. Et c'est là qu'est sa place, puisque tu peux pas faire un film d'il y a 20 ans en 2025. Ça n'a pas d'intérêt. Qui va se déplacer pour voir une repompe d'un truc qui n'existe plus depuis la fin des années 80, le milieu des années 90? Tu as raison, je ne trouve que très peu de qualité au film. Il y a un truc un peu surprenant, mais... Ouais. Les 2 personnages masculins qui pourraient être le love interest. Ouais. Il y a un micro-twist qui n'a pas d'intérêt, qui est juste là pour une espèce de petite blague de dire « Non mais on a quand même un peu twisté le scénario !» Le film est pas drôle, il y a beaucoup d'humour, c'est pas drôle globalement. Il y a 2-3 blagues qui m'ont fait rigoler, mais globalement c'est pas drôle. Les dialogues sont lourds. Petit point quand même pour la photographie. Au moins, le film a le mérite de ne pas être moche. Voilà. Oui, vraiment, j'ai... Je dis pas que c'est beau. C'est pas moche. Je l'ai vu hier soir. J'ai absolument tout oublié. Non, j'ai pas tout oublié, mais je sais que dans une semaine, je n'ai aucun souvenir de ce film-là. Oui, c'est pas du tout marquant en fait. Et le film ne fait rien pour te marquer. Il fait juste, c'est le film d'horreur qu'ils vont regarder sur une plateforme là. Et d'ailleurs, encore une fois, comme The Ritual, pourquoi ça sort au cinéma? C'est vraiment un film d'horreur de Netflix qui est là juste pour remplir un flux de contenu, quoi. On reprend le principe du clown qui fait peur. Mm-hmm. Le clown qui fait peur, ces dernières années, on a eu combien marché, On a eu ça, partie 1, partie 2. On a eu les Terrifier, j'ai vu aucun Terrifier, je vais pas parler de ça puisque je l'ai pas vu. Je pense que d'ailleurs, oui, t'as raison, en fait, le film existe seulement parce que, il y a ce bouquin avec des clowns tueurs, vu que les clowns sont à la mode dans le cinéma d'horreur, on va faire ça. Oui, mais il y a même une série qui sort là sur ça. Sur ça, ouais. Welcome to Derry. Exactement, mais en fait, fais un effort, quoi. Démarque-toi un tout petit peu, même si c'est un clown tueur, fais un effort. Et toi, tu trouves ça aussi nul que The Ritual? Bonne question.
Il y a plus de qualité esthétique dans les clowns que dans The Ritual. C'est tout aussi débile, c'est mal écrit. C'est pas aussi mal écrit. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Allez, je vais te dire que potentiellement... Mais non, même pas. Non, c'est naze. J'ai pris aucun plaisir sur l'un, j'ai pris aucun plaisir sur l'autre. Alors ça, j'entends. Les comparer, j'ai du mal à le faire. Vraiment, genre, je trouve ça naze. Et après, tant mieux s'il y a des gens qui ont adoré, qui ont kiffé, et bah, qu'ils aient trouvé, qu'ils aient passé un moment et tout ça. J'ai aucun souvenir de ce truc-là. Je n'en aurais pas. Je m'en fous, laissez-moi. Je m'en fiche, comparer les deux. Il y en a un qui a des qualités esthétiques, l'autre non. Donc je vais te dire que les clowns tueurs, c'est mieux. Ouais. Moi, je trouve quand même qu'on n'est pas du tout sur le même niveau, que au moins il y a un scénario qui a essayé d'être écrit dans le truc des clowns là. Mais globalement, mon conseil, c'est ne perdez pas votre temps avec ces deux films d'horreur. Ah oui, tu disais que tu sentais que c'était un film qui était écrit par ChatGPT. J'ai eu une impression. Non, mais je n'en sais rien. Pour vous dire à quel point on a déjà eu cette sauce 1 milliard de fois, le film aurait pu être écrit par ChatGPT. Ouais. À aucun moment, il y a une surprise de quoi que ce soit. Nos conseils, c'est plutôt d'aller voir les Ugly Stepsisters, les Dangerous Animals, les Évanouis, les Together et toutes les propositions horrifiques qui sont sorties cet été, et pas ces deux films un poil racoleur. Il y a énormément de très bons films en 2025 qui sont sortis. N'hésitez pas à aller voir les bons films. Ouais, et Valeur Sentimentale, je vous en supplie, allez voir ça. Ouais, Faites-vous ce bonheur d'aller voir Valeur Sentimentale au cinéma. Tom, c'est déjà la fin de cette émission. Et oui, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Pourquoi, Tom? Parce que programme chargé. Hein. Non, mais on va se calmer un petit peu sur le programme chargé. D'accord, ok, on va se calmer. Il y a le Roi Soleil. Il y a le Roi Soleil, Escape from the 21st Century. Ouais. Et on va avoir aussi la Guerre des Roses que tu attends avec impatience. Ah si, bon, bah on aura un programme chargé la semaine prochaine. Yes. N'hésitez pas à nous envoyer votre amour et vos anecdotes sur Instagram @cameflexlive en nous envoyant un petit message d'abord pour qu'on accepte votre demande d'invitation par message et puis pour nous laisser un vocal par la suite dès qu'on aura accepté votre demande. Et voilà, nous on vous fait des bisous. On vous dit quoi? On vous dit à la semaine prochaine. Et les vacances sont bientôt finies, mais tenez bon, reposez-vous, c'est bientôt la rentrée, on sait, c'est malheureux, mais profitez du peu de vacances qu'il vous reste. On est fort. Des bisous à tous. Vous êtes complètement tapés ou quoi?